Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Encore une fois, une bonne année, beaucoup de santé et beaucoup de bonnes choses. À notre émission, aujourd'hui, nous avons un invité de marque, un invité très spécial. Il est actuellement sur le continent du soleil, plus particulièrement en Afrique, au Sénégal. Il est à Dakar. En fait, Aziz Salman Fall, vous le connaissez. C'est un grand professeur d'université ici même à Montréal, je le souligne. Il enseigne à l'UQAM, il a fait aussi McGill. Bref, c'est surtout un spécialiste et un expert sur les questions africaines et sur les questions du développement. Monsieur Fall, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. J'en profite tout d'abord pour souligner la sortie de votre dernier ouvrage qui est intitulé Souvenirs du futur du captif du phare. Comment ça va, tout d'abord? Ça va très bien. Merci de m'avoir à votre émission. C'était un plaisir et c'était un honneur, encore une fois, de vous avoir, puisqu'on était ensemble, en fait, j'ai dit en ensemble, vous étiez avec nous il n'y a pas si longtemps à Montréal, vous êtes un Montréalais pur laine comme pas possible, très connu ici, et vous avez eu cette chance d'aller chez vous au pays. Maudit chanceux, je vous envie. Vous êtes au soleil là actuellement. Je compatis. J'ai fait un peu de ski de fond avant de partir, mais je compatis. Alors, on va aller droit au but. Souvenir du futur du captif du phare. Pour moi, c'est un titre qui est long, mais qui déjà veut dire beaucoup de choses. Tout d'abord, pourquoi ce titre, Souvenir? Moi, je vois le passé ici, du futur, je vois le futur Oui, également, du captif, je vois l'esclavagisme quelque part, et du phare, je vois une vision. Je ne sais pas, je m'arrête là, je vous laisse. oui, effectivement, on peut beaucoup spéculer. Écoutez, ce livre, je l'ai rédigé à la fin des années 90 et c'était l'époque où on attendait le bug de l'an 2000. Et nous étions toute une génération anxieuse de savoir ce qui adviendrait non seulement du capitalisme, du néolibéralisme, mais aussi des prouesses technologiques, mais clairement de la position du capitalocène, c'est-à-dire l'aggravation par le capitalisme de l'ère de l'Anthropocène. Et donc, c'était ces interrogations qui avaient amené, en même temps qu'on était dans l'esprit sécuritaire, la rédaction de cet ouvrage. Hmm. Malheureusement, cet ouvrage a séjourné dans une maison d'édition en France et quelques mois après que cet Grenier, ouvrage a été refusé, les il éditions a Grenier. voilà, il est paru alors à ce moment. Non, Grenier, c'est là où je viens de le faire paraître il y a une semaine seulement à Montréal. Mais en Oui. fait, à l'époque, en 2003, lorsque je l'ai envoyé à cette maison française, il a été refusé. Et ensuite, quelques mois après, paraît un autre ouvrage avec des éléments qui semblent difficilement relever de la coïncidence ou d'être fortuits. Et là, à cette époque-là, peut-être vous vous souvenez, Henri, nous avions le procès Sankara, il y avait toutes sortes d'autres affaires sur les bases militaires, la situation en Afrique. Et donc, j'ai pas pu aller en procès contre eux et il y a eu prescription. Et par une chance incroyable, l'an dernier, une autre affaire attaquant la même maison d'édition a permis que je puisse être cité en témoin avec cet ouvrage pour montrer en fait les pratiques de contrefaçon en usage dans certaines maisons, soit dites en passant très grandes Mhm. maisons, mais où finalement des gens rédigent pour des best-sellers qui pompent allègrement. Et vous savez, comme enseignant, c'est assez facile de voir lorsqu'on a giraffé sur une copie. Donc nous avons fait quand même le lancement la semaine dernière et le 14 janvier, le procès est en cours à Paris. Euh, Monsieur Aziz Fall, pour le public, le Montréalais, le commun des mortels, nous ne sommes pas tous des universitaires, vous le savez, nous voulons comprendre, surtout que le monde, ça bouge tellement actuellement, c'est fort, c'est chaud, nous voulons comprendre. Votre titre par rapport à la réalité dans laquelle vous nous plongez, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Je parle du En contenu fait, même de votre ouvrage. dans le contenu du livre, c'est tout simplement une ère dans laquelle euh, on est passé après malheureusement une certaine forme de cataclysme, de maladie, de grandes pandémies et de problèmes terroristes, à la gestion des biens communs par une sorte de confédération qui est une jonction entre des firmes transnationales et des États les plus puissants. Cette Mhm. confédération, je l'appelle le mégalo-ensemble du Gondwana, et elle advient au nom de la préservation des biens communs. Évidemment, tout le monde n'est pas intéressé à voir ce système, surtout que les élites qui le dirigent bénéficient d'une forme de rajeunissement.
on a pu freiner par la télomère la sénescence. Donc, on ne vieillit plus et on peut être stabilisé à la quarantaine pour une quarantaine d'années. Donc, évidemment, les élites, les gens les plus puissants peuvent avoir cela et on fait miroiter au reste de l'humanité que cela leur sera démocratiquement possible, ce qui évidemment est vain. Et donc, il y a ici une forme de rébellion et l'anti-héros, c'est quelqu'un qui va essayer de lutter contre cela. Malheureusement, il lui arrive plusieurs formes d'accidents, il perd la mémoire et il doit reconstituer cette mémoire. Et donc, c'est cette odyssée avec beaucoup de suspense dans laquelle nous menons. Et c'est une ère qui, à l'époque, semble ressembler au transhumanisme, dans lequel il est possible que la technologie et l'humanité et l'hypercapitalisme nous conduisent, comme il est peut-être possible d'inverser, surtout au niveau écologique. Mais à cette époque, en tout cas, à l'orée des années 2000, le sentiment, lorsque je le rédigeais, c'était qu'on allait vers cette ère-là et on peut imaginer dans une soixantaine, 80 années que cela puisse advenir. Aujourd'hui, Aziz Fall, je vous emmène sur... en fait, je profite de cet ouvrage et je profite aussi de votre présence euh, pour vous emmener également sur un terrain quand même en fait, qui nous intéresse tous. D'abord, vous êtes dans le continent africain actuellement. Dites-moi, quel est votre constat? Je vais vous emmener sur certains éléments. Il y a eu élection au Sénégal, il y a une nouvelle équipe jeune qui est là, qui est aussi qui arrive avec on sent qu'il vient pour changer les choses. Les défis sont là. Déjà, on parle de la présence militaire française qui doit quitter aussi. On parle de revoir un petit peu, comment dirais-je, le contenu même des accords de coopération entre la France ainsi que le Sénégal. Quand on sait fort bien que les Français, ça comptait beaucoup sur le Sénégal. Ah, le Sénégal, pratiquement une colonie française. Là, aujourd'hui, on voit que les dirigeants qui sont là voient les choses différemment. Je m'en vais. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on sent qu'il y a une bataille qui s'annonce. On ne sait pas si Ouattara va rester ou pas, mais on sent qu'il y a un choix chez les Occidentaux. Il y a un autre jeune financier que l'on voit beaucoup plus. En fait, et aussi l'Afrique de l'Ouest comme telle dans son ensemble. Je vois des pays tels que le Mali, tels que le Burkina Faso. Tous ces pays-là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, maintenant, je m'arrête sur la République démocratique du Congo, votre pays d'ailleurs, quelque part, d'ailleurs que vous connaissez très très bien. Dites-moi, quel est votre sentiment? Je m'arrête là, où on sent aussi que l'Angola prend un leadership quelque part par rapport au camp de l'Ouest comme tel. Alors, il y a le Rwanda qui est là, il y a l'Ouganda qui est là, qui était pressenti également comme étant des pions américains quelque part. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qui se passe. Votre point de vue sur cette question-là, ensuite on parlera de l'Europe. Alors, écoutez, on peut d'une certaine façon considérer que nous récoltons les efforts quand même d'années de résistance des panafricains et des progressistes. Pour ceux et celles qui se souviennent, nos luttes pour les bases, que ces bases étrangères sortent du continent remontent à quand même pas mal longtemps, déjà une quarantaine d'années, et c'est consacré dans le film Africom Go Home, bases étrangères hors d'Afrique. Nous montrions en fait qu'il y avait cette instrumentalisation du chaos sécuritaire terroriste par ceux-là même qui sont censés nous protéger. À l'époque, on a considéré qu'il s'agissait d'une conspiration du chaos, en fait, de délire conspirationniste. Aujourd'hui, malheureusement, le temps nous a donné raison puisqu'on voit la réalité telle qu'elle se dégage. Par contre, il y a beaucoup de périls. Il y a ce qu'on peut décrire par une forme de souverainisme populiste qui est ambiant. À ce moment, il ne faut peut-être pas le détacher de ce qui se passe dans le monde en général. Dans le monde, après la longue période d'intermède du néolibéralisme, vous avez quand même eu une période de dépolitisation. Donc, il y a toute une génération qui n'a peut-être pas le discernement de la différence entre la droite et la gauche, mais quand même qui se rend bien compte que la souveraineté de l'Afrique est importante et la souveraineté nationale aussi. Donc, il y a une sorte d'élan qui est au fond mondial, de type protectionnisme vers les populismes et parfois même vers le fascisme. Et ce n'est pas seulement en Afrique que ça se manifeste. Donc, la fuite vers le religieux, mais aussi la fuite vers la préservation des acquis des souverainetés nationales qui ont été usurpées et empêchées dans les débuts des ères d'indépendance. Donc, il y a toute une génération qui voit, évidemment, avec la crise, surtout la période après la pandémie, que la reprise économique ne peut pas se faire sans eux. Donc, on voit d'abord dans les pays de l'AES, ceux qui étaient davantage confrontés à l'hydre terroriste, un ras-le-bol
ceux qui luttaient en fait pour la défense de la souveraineté nationale, donc les militaires, qui se sont emparés du pouvoir et qui doivent tenir un discours progressiste et incarner aussi une forme de panafricanisme qui rentre en contradiction évidemment avec les statuts de la CEDEAO, elle-même une organisation littéralement caduque qui était restée dans le train du néocolonialisme par la forme institutionnelle qu'avaient pris les formes d'intégration. Maintenant, il y a cette sorte de paradoxe qui est d'abord le fait que le mode néocolonial de croissance lui-même, que la France a sécrété, en tout cas si on parle de la zone ouest africaine et de l'Afrique centrale, ce mode-là est tombé en désuétude. Il n'est plus fonctionnel. Il n'est plus capable de suivre la mondialisation. Il n'est plus capable d'assurer économiquement la dépendance qu'il a exercée pendant toutes ces dernières décennies. Donc cet essoufflement a été remplacé il y a une vingtaine d'années par la géopolitique du chaos. C'est-à-dire au niveau militaire, ce parrainage, parfois orchestré de pompiers pyromanes, qui permettait de pouvoir rester dans le glacis du précaré, de profiter des ressources, des matières premières, des taux préférentiels des ACP pour le commerce. Avez-vous des cas types? En fait, tous les pays que vous avez cités, c'est-à-dire tous les pays qui étaient dans le mode néocolonial, avec même sa forme mafieuse, c'est-à-dire la France-Afrique, dès la chute de Blaise Compaoré, sur lequel quand même nos élites ont essayé plus ou moins de se greffer, dès la chute du régime de Blaise Compaoré, c'est déjà le début de la descente aux enfers de ce modèle-là. Bien sûr, il reste des caciques, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et ce système s'est désagrégé, notamment au Sénégal, l'intermède libéral s'est désagrégé, et on a en face des jeunes technocrates, des nationalistes, des religieux, des gens de gauche qui forment une coalition au sein du parti au pouvoir. Dans les pays de la sous-région, au Mali, au Burkina et au Niger, c'est principalement des jeunes militaires qui sont arrivés avec un discours nationaliste, populiste, souverainiste et des revendications de plus en plus tranchées qui répondaient aux aspirations des populations, et donc elles ont eu un soutien populaire, de même qu'il y a eu un soutien populaire pour celui au Sénégal. Et on a eu aussi, en passant, il faut le rappeler, les régimes de Déby au Tchad et celui du Gabon, plus celui de la Guinée, où on a quand même des postures de rupture. Dans la Guinée, c'est un peu plus ambigu. Donc, on peut dire que ce qui s'épuise, c'est ce mode néocolonial de croissance qui est en train d'arriver à sa fin, qu'on a annoncé de sa belle mort depuis longtemps, mais avec de grandes équations. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer au niveau monétaire? Est-ce que le franc CFA est démantelé dans la perspective de l'écho de la CEDEAO tel qu'il était annoncé depuis déjà plusieurs années, ou est-ce que c'est l'arrangement Macron-Ouattara qui prévaut, et celui-là, il a déjà de l'eau dans le gaz. Donc, cette question monétaire de l'intégration économique est fondamentale, et elle va poser en fait les revendications populaires, donc la CEDEAO des peuples versus des CEDEAO institutionnels qui sont un peu chaos debout, si vous voulez. Et la question étant, quelle forme de panafricanisme réel et authentique est en train d'opérer? Y-a-t-il un accent révolutionnaire? Par exemple, dans le cas du Burkina, on a un régime qui se réclame de l'ère de Sankara sans travailler avec les sankaristes en réalité, ni faire des gestes vers un développement autocentré. Donc, j'ai l'impression que les générations qui ont 40 ans et moins semblent en fait rejeter les nôtres, celles qui ont eu quand même à lutter pour arriver à ces résultats-là, et sont extrêmement impatients et ne se rendent pas compte que la posture souverainiste, si elle n'est pas anticapitaliste et réellement panafricaine, risque d'être une sorte de gestion de l'enlisement. Donc en même temps, c'est un peu trop tôt pour préfigurer ce qui se passe. En même temps, il faut aussi regarder ce qui s'est passé en Afrique du Sud, puisque c'est l'Afrique du Sud qui était vraiment le moteur avec les Nigeria du continent, et on a un essoufflement des partis au pouvoir traditionnels, et une nécessité de renégocier la rente et renégocier les contrats. Et ça va se faire en fonction de pays satellites, mais très importants, notamment l'Angola, dans laquelle on voit le redéploiement, par exemple, des intérêts français, Angola ou le Mozambique, mais où l'instabilité politique au niveau des éléments, en tout cas institutionnels et démocratiques, va cautionner certaines situations. C'est la même chose pour l'Éthiopie, c'est la même chose pour une crise dont on ne parle pas beaucoup, celle du Soudan, et qui est effectivement une épée de Damoclès sur tout le continent, le pourrissement de la situation en Libye, etc. Donc il y a plusieurs zones de danger, et on regarde évidemment avec attention les élections en 2025 au Cameroun et en Côte d'Ivoire, puisque c'est des régimes très anciens qui fonctionnent sur des modes clientèle, qui sont pourtant en réalité désuets, mais fonctionnels. Et la question, c'est que se passe-t-il au niveau des forces populaires? Est-ce que les peuples sont
capables de réactiver leur élan politique, au-delà bien sûr de l'affect, de la passion, de l'irrationnel ou de l'ethnique. Aziz Fall, j'ai la chance, encore une fois, de vous avoir, même si vous êtes chez vous au Sénégal, avec ce beau soleil, je vous envie, tabarnouche, mais je vous emmène à Montréal. À Montréal, actuellement, on parle de la démission du Premier ministre canadien, M. Trudeau, que vous connaissez très bien. Votre commentaire par rapport à cet événement? Oui, je crois que ça fait quand même quelques semaines que le torchon bulle en raison des dissensions internes, les dissensions au sein de ce parti. Vous savez, déjà, depuis l'ère Ignatieff, hein, ce parti a composé, en fait, parce que c'était le fils d'eux, on en a fait un Premier ministre, il a pris même de l'assurance, il y a eu une embellie. Mais comme je l'expliquais un peu plus tôt, le populisme de droite et d'extrême droite est en train d'aller en nappe dans tout l'Occident. Donc, il y a une bataille, une forme de retour de fascisme mou. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis et ça va avoir des conséquences au Canada, où évidemment la perspective des élections de Poilievre dessine une nouvelle carte. Donc ça a provoqué, je crois, un attisement des contradictions qu'il y avait déjà au sein de ce leadership, peut-être déjà des luttes intestines pour qui succéderait à Trudeau au cas où il ne remplirait pas. Je ne connais pas la nature exacte de la zizanie au sein de ce parti, mais on a vu que ça s'est cru pendant toute l'année. Et malheureusement, les néo-démocrates n'ont pas la capacité véritablement de se constituer en alternative crédible malgré une position écologiste et social-démocrate très intéressante. Donc il y a fort à croire que les États-Unis, qui considèrent le Canada comme leur province, vont tout faire pour soutenir là des conservateurs et qu'on aurait le risque de retour des conservateurs. Et à ce moment-là, des politiques déjà que je trouve extrêmement dangereuses, qui sont celles dans lesquelles on voit le système d'éducation, de santé s'éroder, vont peut-être réveiller les citoyens à essayer de sauver les meubles. Mais j'avoue que c'est la tendance mondiale de la bifurcation vers les droites qui s'observe aussi dans ce pays. Alors justement, je vous emmène maintenant pour finir, parce que je vais vous laisser aller vous reposer, M. Fall, et puis manger un bon thieboudienne. Chanceux, un bon thieboudienne national. Entre nous, thieboudienne, c'est la bouffe sénégalaise faite avec le poisson. Oui, mais c'est midi, là, il commence à être le soir. On va peut-être manger du couscous. Et je vous envoie ça par sur l'état. Oui, le soir. Le thieboudienne, c'est à midi. chanceux. Mais ici aussi, il y en a. Hein. Je sais où trouver. Oui. C'est merveilleux. Dites-moi, dernière question, je vous emmène vers l'Europe. On a parlé des États-Unis, nous avons parlé de l'Afrique. Donc, on va parler de l'Europe rapido presto. Je fais une espèce de, comment dirais-je, de point de... en fait, je vais rouler très, très vite. La France, actuellement, on sent là aussi quelque chose qui se passe. On sent que la population observe. Les journalistes sont là, mais on sent presque la même pression qu'au Canada. Elle n'est pas encore aussi forte, mais on la sent. Que se passe-t-il avec la situation française actuelle? Est-ce qu'on doit-on s'attendre à la démission prochaine de M. Macron ou bien va-t-on aux élections précipitées? Et je continue. Est-ce qu'après ces élections, on voit également la droite, on voit Mme Le Pen ou son remplaçant, le fameux jeune homme qui est là, mais il y a aussi la crise ukrainienne entre la Russie et l'Ukraine, par le biais des États-Unis contre la Russie quelque part. Dites-moi, tout ce chambardement, votre point de vue, comment est-ce que voyez-vous l'Europe d'ici les prochaines années? Est-ce que cette crise européenne va-t-elle influencer justement les petits pays africains qui sont en train de s'organiser? Oui, en fait, vous savez, la crise du vieux continent, et comparaison n'est pas raison, mais ressemble beaucoup à celle qu'elle a vécue dans les années 1936-39. Ère où effectivement les ultranationalistes et les conservateurs reprenaient du pouvoir et de l'ascendant sur la scène politique. Et c'est ce qui se passe. Regardez, la totalité des régimes sont affectés par la peste brune, donc l'extrême droite qui progresse dans toutes ces contrées, et la France ne fait pas exception. Maintenant, je crois que l'intermède populiste de centre droit a duré, il est en crise. Je ne crois pas que Macron aura le courage de faire ce que Trudeau a fait, bien que tout l'expose à le faire. On a réussi quand même un vote qui ne semble pas correspondre au choix du Premier ministre 2 fois de suite. C'est un pays qui a déjà connu ces formes de crise, mais il faut mesurer la situation de la France à partir de d'autres baromètres, notamment celui de l'Allemagne.
l'Allemagne, qui elle aussi connu une situation très grave, où les gauches socialistes sont effondrées, où on a une remontée fulgurante des droites et des extrêmes droites. Et on voit tout ce qui se passe dans les pays de l'Est. Donc cette volatilité est apportée bien sûr par la crise que les Européens ont provoquée dans la situation de la guerre d'Ukraine, dans laquelle évidemment ils ne peuvent pas gagner cette guerre contre la Russie, à moins d'être vraiment amnésiques, mais toute l'histoire de l'Europe est une histoire où les Européens ont toujours regardé les Slaves Je m'excuse, mais les hommes politiques, les politiciens européens le savaient ça. Ils le savaient ça d'avance. Oui, mais c'est une forme. Vous savez, c'est les Tatars, c'est Bonaparte, c'est Hitler. Ils ont toujours voulu occuper la Russie. Et lorsque l'Union soviétique est advenue, ils se sont mis tous ensemble pour lui faire une guerre que la Russie a finalement, l'Union soviétique a gagnée. Donc en fait, il y a cette crise, la crise de l'Atlantisme, il y a la crise de l'Union européenne elle-même qui en même temps arrive à ramener vers elle certains des pays d'Europe de l'Est demandeurs, comme l'Ukraine, mais même une certaine Russie à l'époque qui voulait faire partie de l'Europe, la Russie de Yeltsin et des autres. Mais l'ours russe est quand même extrêmement fier et capable dans tous les domaines de technologie et d'industrie. Et aujourd'hui, l'enjeu du gaz, l'enjeu des dépendances va se jouer encore davantage à mesure que cette guerre va s'acheminer vers une paix avortée dans laquelle la Russie va marquer des pions. Donc, par contre, ça n'enlève en rien la crise interne de l'Europe qui a utilisé les boucs émissaires de l'immigration pour essayer de contrer ses propres divisions. En fait, c'est les propres contradictions d'un système qui est aujourd'hui en retrait parce que le monde a basculé. Le monde n'est ni aux États-Unis ni en Europe. Le monde a basculé vers l'Est et principalement par le rôle de la Chine et de l'Inde. Et ce sont les pays du BRICS qui vont jouer le 21e siècle. Donc, les pays occidentaux n'ont pas d'autre réponse que la guerre, en réalité, puisque pour l'instant, ils ont cette hégémonie militaire. Mais au niveau économique, ils ne font pas le poids, même s'ils se mettaient ensemble. Donc, il y a des indicateurs qui montrent qu'un renouveau européen salutaire devrait se faire, d'après moi, autour d'un centre-gauche ouvert. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans la crise, c'est plutôt le contraire. Il s'achemine vers une fuite en avant, vers l'extrémisme, vers la face hideuse du retour du racisme. Et là, c'est absolument spectaculaire. C'est pour ça que des Canadiens sont allés, les MacPaps et Norman Bethune, à la guerre d'Espagne pour éviter cela. Ça n'a pas évité la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on voit des pays qui s'apprêtent à un grand conflit qui serait une déflagration finale. Et ce serait vraiment fâcheux. Parce que ce soit dans l'imaginaire des religieux qui dit que Dieu choisira les siens, ou ceux qui sont belliqueux et va en guerre et qui considèrent qu'une guerre totale, rapide, pourrait être encore gagnée, tous ces gens-là ont une myopie incroyable. On ne peut plus faire des guerres comme on a fait au début du XXe siècle. Ce n'est plus viable vu le type d'arsenal. Et on le voit ensuite sur la complaisance qu'il y a sur la question israélo-palestinienne, sur les autres conflits de basse intensité dans nos contrées à nous. Il y a une désinvolture européenne qui aujourd'hui ne correspond plus aux réalités du terrain. Et c'est pour ça qu'il y a un désamour avec les liens commerciaux qu'on a avec l'Union européenne, qu'il y a un désamour sur la tutelle militaro-stratégique qui a que trop duré. Et là, maintenant, c'est le d'équilibrage que nous devons faire, parce que la France, aujourd'hui, elle va se redéployer vers d'autres contrées, notamment l'Angola, comme vous le disiez. Elle va essayer de diversifier. On voit des grands groupes comme Bolloré aller vers la City, casser son système entre Canal+, le groupe Hachette, les mines, etc., les ports. Donc, ils essayent vraiment de diversifier parce qu'ils sentent la soupe chaude. La mondialisation doit être rejouée, cette fois-ci en leur faveur. Mais avant ça, il faut qu'ils surmontent cette contradiction hideuse qui, malheureusement, les taraude, un vieux fantôme qui est de retour, qui est le racisme et l'extrême droite. Aziz Fall, malgré toutes ces informations que vous venez de nous confier, ma toute dernière question, et j'espère qu'elle sera positive, sincèrement. Voyez-vous d'ici les prochaines années l'émergence du continent africain, finalement, à l'échelle internationale sur le plan économique, non plus tellement comme des réservoirs de matières premières à bon marché, mais également comme des vrais acteurs qui contribuent vraiment à l'économie par la fabrication, par les exportations des produits finis tels que la Chine le fait déjà. Écoutez, c'est le sens de notre lutte, c'est le sens de toute la lutte que nous menons depuis quand même presque 50 ans. Comme je dis, on va probablement commencer à récolter des fruits. Maintenant, il faut relever le niveau d'éducation des jeunes, il faut qu'ils comprennent
d'une certaine façon la repolitisation démocratique de nos masses. Il faut qu'on ait une autosuffisance alimentaire, entamer un rythme d'industrialisation sans passer par les mêmes erreurs qui ont été faites, avoir une armée continentale, c'est toutes des choses à notre portée. Et si les gens ne comprennent pas que cet ordre du monde, il veut l'Afrique sans les Africains, il y a de plus en plus des jeunes qui comprennent effectivement l'urgence. Maintenant, c'est une question d'organisation. La Chine a déconnecté sélectivement du marché mondial pour revenir en force. Il faut le faire en Afrique en concentrant sur un marché intérieur de biens de consommation de masse. C'est le sens de toute notre lutte. Aziz Fall, je veux vous dire un grand merci et je veux vous souhaiter encore une fois une très bonne année, mon cher. Santé, succès, amour et beaucoup de bonnes choses auprès de votre famille. Merci. Merci, apparemment pour vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.